Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'Église va le copier quand même, malgré tout, le transcrire en latin. Oui. C'est toujours paradoxal, ça. Ah oui, c'est presque une ironie du sort. C'est drôle, quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, il va être copié, traduit en latin, et plusieurs fois, dans des contextes monastiques, masculins. Donc, il y a un moment, il faut savoir. Et puis, il y a pire que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des dominicains en Italie qui décident de prendre ce texte. Ils savent que c'est une Marguerite qui l'a écrit. Déjà, ils sont bien avancés, parce que la plupart du temps, ce texte circule de manière soit anonyme, soit en étant attribué à des hommes. Homme anonyme ou pas, on l'attribue à Rusbrecht par exemple, qui est plutôt un adversaire des Béguines, qui a écrit sur les Béguines à l'époque, et qui est lié à l'ordre des Chartreux. Et donc c'est ça qui va légitimer la circulation du texte en milieu chartreux, notamment en Angleterre. Et donc les Chartreux vont le retraduire en latin. Là où donc les dominicains en Italie se sont dit, tiens, on va l'ajouter au dossier hagiographique, c'est-à-dire le dossier pour faire béatifier puis canoniser quelqu'un, d'une autre Marguerite, c'est pour ça que je parlais du prénom au départ, qui est Marguerite de Hongrie. Donc c'est complètement paradoxal, parce que là, on a eu un texte qui a été jugé pour hérésie, qu'on utilise pour une béatification. C'est très étrange. Ouais. Il y a une secte à l'époque qui s'appelle la secte du libre esprit, je crois. C'est quoi ? Est-ce qu'on est dans cette mouvance-là ? C'est toute la question, en fait. C'est-à-dire qu'on a un historien qui s'appelle Robert Lerner qui a défendu l'idée que c'était, comme beaucoup d'hérésies, une invention d'inquisiteurs. Un peu comme ce qu'on comprend des procès en sorcellerie aujourd'hui. D'accord. Puisque ça aurait été un mouvement, une secte. Le terme secte est utilisé à l'époque, puisque c'est dissident, en fait. Donc, et puis, il y a l'idée d'un vase clos, d'idées qui enferment plutôt. Et donc, même si ce n'est pas la définition moderne, contemporaine de secte. Et donc, cette secte du libre esprit, ce seraient des personnes qui s'accorderaient toute liberté sur le plan justement moral, y compris sexuel, et qui donc pratiquerait la nudité adamique, c'est-à-dire comme Adam à l'état d'innocence était nu, ils vivent nus en fait. Alors on ne sait pas trop s'ils ont existé. C'est-à-dire que c'est la même chose que les accusations portées contre les Templiers, qui sont souvent scandaleuses, propres à choquer les fidèles et à agir comme repoussoir, en fait, à discréditer vraiment les personnes en allant chercher le plus repoussant. C'est de la communication. Ouais. Et ça marche bien. Ça a très bien marché, ça, je suis assez d'accord. 7 siècles plus tard, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marguerite ? Elle est encore... On peut trouver des choses ? De plus en plus. C'est en fait, de plus en plus. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a réidentifié, il y a eu des publications qui ont été de plus en plus nombreuses, dans de plus en plus de secteurs. Le champ philosophique a été ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, et on est des chercheurs, des chercheuses de plus en plus nombreux aussi à s'y intéresser, à cette part philosophique. Jusque-là, on n'osait peut-être pas trop se dire que c'était aussi un texte philosophique. On peut encore trouver des manuscrits. Il y en a un qui a été retrouvé il n'y a pas très très longtemps. On sait qu'il y en a un qui a été perdu dans un transfert de bibliothèque. Donc, en termes de découverte, on peut toujours aussi trouver des choses. Donc, voilà, c'est assez fascinant. Ça n'a pas dû être perdu pour tout le monde, je pense. Non, sans doute pas. Et puis, il ne faut pas oublier que le jour de son exécution, on dit au peuple qui est là, au public qui est là, que tous ceux qui possèdent un manuscrit du miroir doivent le rendre au couvent Saint-Jacques des Dominicains de Paris, et qu'ils ont un délai d'1 mois pour le rendre, puisque sinon ils sont eux-mêmes condamnables, ces personnes-là. Donc il y a eu sans doute des exemplaires qui circulaient à Paris, et on sait qu'il circulait aussi ailleurs. On a de nouveau, ce livre est brûlé de nouveau à Venise dans les années fin du XVe siècle, début XVIe siècle. Donc, il y a des copies, soit qui ont été vraiment détruites par le feu, mais en même temps, à l'époque, à cause du parchemin, si tant est que c'était du parchemin et pas du papier, c'est cher. Oui, c'est très cher. En général, on gratte en fait l'encre pour le réutiliser. Et aujourd'hui, on a des techniques pour pouvoir lire le texte en palimpseste. Donc, on n'est pas à l'abri de retrouver des choses, en fait. Elle est brûlée avec son livre, je crois, d'ailleurs. Oui, elle est brûlée avec son livre. C'est vraiment,
Mais c'est ça, c'est là où elle nous parle aussi encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la première femme qui est condamnée pour avoir écrit. Ce qui est quand même assez éloquent, en fait. Oui, c'est vrai, effectivement. Pourquoi son texte fascine autant les chercheurs aujourd'hui? Alors, c'est pour tout ça? C'est parce que c'est la première? Parce que c'est... Oui, puis je pense qu'il y a aussi on sent la liberté de ce texte, en fait, et sa profondeur. Il agit un peu comme un envoûtement, en fait. L'aspect poétique, il joue, bien sûr. Hein, le fait qu'on soit charmé par ces jeux de sonorité, ces répétitions, c'est une langue très particulière, qui va nous chercher, en fait, sur aussi des évidences ou des pseudo-évidences de est-ce que, en fait, pour être heureux, il faut vraiment continuer à vouloir, à désirer? Est-ce qu'il y a un moment, le terme qu'elle utilise, c'est se désencombrer. C'est presque une clé de vie, en fait, de se dire à quel point je m'encombre et de quoi je dois me désencombrer pour réussir à atteindre. Alors, on n'est pas obligé de souscrire à l'interprétation religieuse ou divine, mais en tout cas, quelque chose du plus essentiel en moi, qui me fasse me sentir en phase, en fait, avec une vérité intérieure. Et donc ça, c'est une exigence existentielle, presque. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Je pense que c'est ce message-là encore qui peut avoir du sens. Une vraie fascination. Si les auditeurs veulent s'y pencher, qu'est-ce que vous nous conseillez? Il faut aller direct dans le livre? Il faut d'abord lire votre thèse? Comment on la trouve? Je crois qu'elle est Elle n'est pas encore éditée, mais elle est sur Internet de manière libre, donc ça, c'est très bien. Grâce à l'Université de Nanterre, auprès de laquelle j'ai soutenu. C'est vrai qu'il nous manque encore des ouvrages de vulgarisation. C'est pas faute d'essayer de convaincre des éditeurs d'en publier, parce que c'est une figure qui commence à être identifiée, mais qui est encore en défrichage. Donc, je pense que d'ici à quelques années, ce sera peut-être plus simple de faire accepter l'idée d'une introduction générale à Marguerite. Donc, on n'a malheureusement pas trop le choix. On est obligé de se coltiner le texte. Et en effet, l'ouvrage de Schoenfield, qui est vraiment exemplaire et qui s'extrait très bien, malheureusement, on n'est qu'en anglais, donc ça n'aide pas trop. Ça, c'est sûr. Donc, il n'y a que les anglophones qui peuvent en profiter. Moi, je suis en train de mettre la dernière touche à un roman. Donc j'espère que ce sera un levier pour pouvoir faire connaître à la fois le personnage tel que je l'ai dessiné avec vous, c'est-à-dire avec les zones d'ombre aussi. Oui, bien sûr. Quand on écrit de la fiction, on a le droit de combler aussi les zones d'ombre, on propose des choses. Mais oui, voilà, c'est pas la même posture, donc on n'est pas dans la science. Donc je pense que ça, et puis il y a des fictions, il y a des pièces de théâtre qui ont été écrites, alors par exemple au Québec, sur Marguerite Porete, elle inspire, et elle inspire de plus en plus. Donc, je pense que c'est un peu to be continued. Le pitch du roman, rapidement, c'est quoi? En fait, on est en 1310, précisément. Et il y a deux personnages. Il y a un personnage de jeune béguine qui habite à Paris et qui entend parler de Marguerite et qui va vouloir en savoir plus et surtout la défendre, qui se sent... appelée, un peu comme Guillard, par cette figure et qui va retourner dans le Hainaut dont elle est elle-même originaire pour aller chercher des défenseurs, des soutiens à Marguerite dans l'espoir de la sauver. Et puis on a en parallèle un des juges, donc j'ai pris un juge réel, Henri de Frimard, quelqu'un qui vient du même territoire que Maître Eckhart, qu'il connaissait sans doute. Maître Eckhart est à Paris à l'époque. Et on va, lui, assister plutôt à son dilemme de comprendre qu'au fur et à mesure, c'est un procès truqué, qu'il est instrumentalisé par l'inquisiteur de Paris et qu'est-ce qu'il va en faire. Super. Voilà. Et donc, on va en contrepoint en découvrir davantage, en savoir plus sur Marguerite qui est en cellule, mais qui, de sa cellule, se remémore sa vie passée. J'adore. Et il sort quoi? Voilà. Il sort, si tout va bien, je pense à la rentrée littéraire 2026. Et puis s'il faut un petit peu de temps, ce sera peut-être janvier 2027. On se revoit, évidemment. Voilà, avec plaisir. Ouais. Je vais redonner le titre original. C'est Mirouère des simples âmes, agnanti, et qui seulement démourent en vouloir et désir d'amour. Tout à fait. Je trouve ça magnifique. Moi, j'adore. C'est évidemment très, très difficile à lire comme ça, donc il faut le lire en français. Oui, il faut le lire en français moderne. Ouais. Donc, bon courage. Évidemment, j'allais dire Marguerite Porete, vous êtes formidable. Évidemment, non, bien sûr, vous êtes formidable. Élodie, merci beaucoup. Merci à vous. Élodie Pinal, vous êtes bienvenue. Vous connaissez l'adresse, évidemment.
Merci à Quand vous. voulez. Merci Richard. C'est une histoire magnifique. Nous, on se retrouve dans le bonus juste après pour les abonnés premium, pardon. À tout de suite. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.